Je suis assise sur le sol, dos contre le mur, dans une pièce sans rideau. La lumière du lampadaire entre directement par la fenêtre et découpe le carrelage en rectangle jaune. Il est 02:17. Je le sais parce que je viens de regarder l'heure sur l'écran fissuré de mon téléphone. Il n'y a plus de notification depuis 23 heures. C'est normal, tout ce qui devait être dit l'a déjà été ailleurs. Dans les journaux. Dans un communiqué du parquet daté du 14 mars. Dans un article dont le titre contenait mon prénom, mal orthographié, et une somme, 47 000 euros. Je n'ai pas cherché à corriger. Sur la table basse, il y a une enveloppe Kraft ouverte. À l'intérieur, une copie d'un document administratif avec un tampon bleu pâle, presque effacé. Je l'ai relu plusieurs fois aujourd'hui sans rien ressentir de précis. Ni soulagement, ni colère. Juste une impression de retard. Comme si tout cela arrivait trop tard pour être utile. Dans la pièce d'à côté, un sac de sport fermé. Je sais exactement ce qu'il contient. Je ne l'ai pas ouvert depuis hier matin. Je parle calmement parce que je n'ai aucune raison de hausser la voix. Ce n'est pas une confession au sens religieux. Je n'attends pas de pardon. Ce n'est pas non plus une justification. Je constate simplement que certaines existences deviennent impraticables après un point précis, identifiable sur une ligne du temps. Après cela, tout continue mais sans cohérence. C'est à ce moment-là que les enquêtes commencent. Pas toujours les bonnes. Si quelqu'un écoute cet enregistrement plus tard, il devra comprendre comment j'en suis arrivé là. Pas ici, dans cette pièce, mais bien avant. Sans cela, ce qui s'est passé ensuite semblera excessif, voire incompréhensible. Moi-même, parfois, j'ai du mal à reconnaître la continuité. Avant, ma vie était simple. Pas heureuse au sens large, mais stable. Je m'appelle Claire Moreau. J'ai 38 ans. Je vivais à Lyon, dans le 7e arrondissement, dans un appartement de 46 mètres carrés que je louais 820 euros par mois, charges comprises. Je travaillais comme chargé de conformité dans une entreprise de logistique fluviale. Un poste sans prestige, mais régulier. Mes collègues connaissant mon prénom, rarement plus. Cela me convenait. Je me levais à 06:30, café filtre, 2 tartines, parfois un œuf dur. Je prenais le tram T1 à 07:42. Toujours la même rame, les mêmes visages. Un homme avec une sacoche noire trop usée. Une femme qui lisait des romans policiers avec les pages cornées. J'arrivais au bureau à 08:15. J'aimais la précision de ses horaires. Il donnait une structure aux journées. Je n'avais pas de compagnon. Pas d'enfant. Quelques relations amicales espacées, principalement des dîners planifiés à l'avance, jamais improvisés. Le jeudi soir, je faisais mes courses au supermarché de l'avenue Jean Jaurès. Le samedi matin, je nettoyais l'appartement. Le dimanche, je marchais le long du Rhône avec des écouteurs, sans musique parfois, juste pour atténuer le bruit extérieur. Je n'étais pas malheureuse. Je n'étais pas particulièrement joyeuse non plus. J'existais dans une forme d'équilibre discret. Personne ne s'inquiétait pour moi. Personne ne me surveillait. Je payais mes impôts, je répondais aux messages. Je dormais correctement. Il y avait néanmoins des détails que je notais déjà, sans y prêter attention. Des regards prolongés dans la rue, des phrases entendues au travail, dites comme des plaisanteries. Des articles lus distraitement sur des affaires classées sans suite. Je n'en faisais rien. Ce n'était pas mon rôle. Le jour où tout a basculé était un mardi. Un mardi parfaitement ordinaire. J'avais quitté le bureau à 18:06. Il pleuvait légèrement. J'avais hésité à prendre un parapluie, puis renoncé. Je me souviens très précisément de cette hésitation. Plus tard, elle m'était revenue souvent, sans raison logique. Je ne savais pas encore que ce serait la dernière journée normale de ma vie, pas la pire, pas la plus violente, juste la dernière où je n'avais aucune raison de me méfier. Et ce qui est le plus troublant, avec le recul, c'est que rien, absolument rien, dans les heures qui ont suivi, ne semblait annoncer ce qui allait pour rester. Je me souviens du bruit de mes chaussures mouillées sur le sol du hall. Un claquement régulier, presque rassurant. L'ascenseur était en panne depuis plusieurs jours. Je suis monté à pied jusqu'au 3e étage. J'avais encore un dossier en tête, une non-conformité mineure sur un contrat. Rien d'urgent. J'ai ouvert la porte de l'appartement à 18h41. J'ai laissé mon sac près de l'entrée, j'ai allumé la lumière de la cuisine, tout était à sa place. Il y a toujours une attente après coup, que je décrive un instant précis, spectaculaire, qui sépare l'avant de l'après. En réalité, cela ne fonctionne pas ainsi. Il y a une succession de petites anomalies, une présence perçue trop tard, une porte qui n'aurait pas dû être entr'ouverte, une odeur étrangère, légère, presque indétectable. Je n'ai pas crié, pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que la situation ne ressemblait pas encore à un danger identifiable. J'essayais de comprendre ce que je voyais. Je n'entrerai pas dans les détails physiques. Ils sont inutiles. Ce qui compte, c'est les
C'est la rapidité avec laquelle une personne peut être réduite à une fonction, à un corps disponible, sans histoire, sans contexte. Je me souviens du plafond, d'une fissure fine au-dessus de la lampe. Je l'avais déjà remarqué auparavant. Je me suis demandé si le propriétaire finirait par la réparer. Après, il y a eu un silence. Long, inadapté. Je suis resté allongé sans bouger. Je n'avais pas perdu connaissance. Je n'étais pas blessé au sens médical immédiat. Je sentais simplement que quelque chose s'était déplacé définitivement. Quand j'ai réussi à me lever, il était 19h32. J'ai regardé l'heure avec précision. J'ai toujours aimé les chiffres exacts. Je me suis douché longtemps. J'ai mis les vêtements directement dans un sac plastique. Je ne savais pas encore pourquoi je faisais cela, mais cela me semblait logique. J'ai appelé une amie, puis raccroché avant que ça sonne. J'ai finalement composé le 17 à 20h04. La voix de l'opératrice était neutre, professionnelle. Elle m'a demandé de répéter plusieurs fois. J'ai obéi. Au commissariat, tout est devenu administratif. Un formulaire, un verre d'eau tiède, une chaise trop basse. On m'a posé des questions qui semblaient aller chercher une cohérence là où il n'y en avait pas. L'heure exacte, la tenue, l'alcool, les relations antérieures. J'ai répondu sans élever la voix. J'étais encore dans une phase de coopération totale. L'examen médical a eu lieu tard dans la soirée. Le médecin ne m'a pas regardé plus que nécessaire. Je l'en ai remercié intérieurement. Les prélèvements, les photos, les signatures, on m'a dit que c'était important. Pour la suite. J'ai acquiescé. Je ne savais pas ce que représentait la suite. Les jours suivants ont perdu leur structure. Je ne dormais presque pas. Je retournais au travail par automatisme. Mes collègues ont remarqué quelque chose sans pouvoir le nommer. Je faisais des erreurs simples. Je relisais les mêmes paragraphes sans les comprendre. J'ai fini par demander un arrêt maladie. 15 jours, puis 30. Le dépôt de plainte a été enregistré officiellement. J'ai reçu un numéro de dossier. Je l'ai noté sur un carnet. Je pensais encore que cela signifiait une progression, une logique. J'ai été convoqué une fois pour compléter ma déposition. Puis plus rien. Des semaines de silence. Quand j'appelais, on me disait que l'enquête suivait son cours, que ce type de procédure prenait du temps, que je devais me concentrer sur ma reconstruction. Ce mot revenait souvent. Reconstruction. Comme s'il s'agissait d'un bâtiment endommagé, mais intact dans ses fondations. 3 mois plus tard, j'ai reçu un courrier. Une décision de classement sans suite. Infraction insuffisamment caractérisée. Absence d'éléments permettant l'identification formelle de l'auteur. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Elle ne changeait pas. C'est à partir de là que les gens ont commencé à disparaître. Pas brusquement. Progressivement. Les messages sont devenus plus rares. Les invitations se sont arrêtées. Mon employeur a parlé de réorganisation interne. Mon poste a été supprimé avec une indemnité de 6 200 €. J'ai accepté sans discuter. Je me suis retrouvé seul dans un appartement devenu trop silencieux, avec un dossier clos et aucune instruction pour la suite. Officiellement, rien ne s'était passé de suffisamment clair pour mériter une conséquence durable. Mais moi, je savais déjà que quelque chose avait été ouvert, et qu'il serait impossible de le refermer de la même manière. Et ce sentiment, précis et constant, a commencé à me suivre partout, même dans les gestes les plus simples. Ce sentiment ne m'a pas quitté quand j'ai quitté Lyon. J'ai rendu l'appartement plus tôt que prévu. Le propriétaire n'a posé aucune question. J'ai récupéré ma caution, moins 180 € pour remise en état. Je n'ai pas contesté. J'ai mis mes affaires dans des cartons identiques, sans inscrire le contenu dessus. J'ai choisi Marseille sans raison précise. Une ville suffisamment grande pour ne pas expliquer une présence, suffisamment bruyante pour masquer certaines pensées. J'ai loué un studio dans le quartier de la Belle de Mai. 32 mètres carrés, 690 € par mois, payable d'avance. Le propriétaire exigeait des virements réguliers. Cela me convenait. J'avais encore un peu d'argent, l'indemnité, quelques économies. J'ai calculé que je pouvais tenir environ 9 mois sans travailler en réduisant les dépenses. Je notais tout dans un cahier. Nourriture, électricité, transport. Une rigueur nouvelle s'est installée, presque rassurante. Les journées étaient inenvides. Je me levais tard. Je restais parfois assise sur le lit sans bouger, à regarder le mur. Je mangeais peu. Des plats préparés, des pommes, du pain. La nuit, je dormais par fragments. Toujours le même schéma. Un réveil brutal vers 03:00, une sensation de vigilance extrême comme si quelque chose allait arriver. Puis rien. Je me levai pour vérifier la porte. Elle était toujours fermée. Je n'ai pas consulté de thérapeute. On me l'a conseillé. Trop souvent, avec insistance. J'ai refusé sans argumenter. Je n'avais pas besoin de reformuler ce que je savais déjà. Les mots ne modifiaient pas les faits, ils les rendaient seulement plus supportables pour ceux qui les entendaient. Je passais beaucoup de temps à marcher.
sans itinéraire précis. J'observais les gens, les couples, les groupes, les femmes seules surtout. Je notais leurs habitudes, les horaires, les trajets répétés. Ce n'était pas volontaire au début, donc c'était une conséquence de l'inactivité. Quand on n'a rien à faire, on regarde. Quand on regarde trop, on commence à remarquer des constantes. Je suivais aussi l'actualité, localement principalement, des faits divers, des procédures judiciaires, des décisions de justice résumées en quelques lignes. Les mots revenaient, classement, prescription, faute de preuves, relaxé, non-lieu. Je lisais sans émotion apparente, mais quelque chose se déposait lentement. Une accumulation difficile à mesurer. Un après-midi, dans un café près de la gare Saint-Charles, j'ai reconnu un nom. Pas immédiatement. Il était dans un article partagé sur un téléphone laissé sur la table voisine. Une photo accompagnait le texte. Un homme souriant, costume sombre, regard assuré. L'article parlait d'une promotion, d'une réussite professionnelle rapide, d'un parcours exemplaire. J'ai noté la date de publication. Le média. J'ai vérifié le soir même sur mon propre téléphone. L'article existait bien. Il avait été partagé plusieurs fois. Les commentaires étaient majoritairement positifs. Félicitations, admiration. Aucune dissonance. Je ne dirai pas encore pourquoi ce nom m'a arrêté. Ce n'était pas un choc, plutôt une confirmation. Comme lorsqu'on retrouve un objet perdu à l'endroit exact où l'on avait cessé de chercher. J'ai fermé l'application. J'ai préparé des pâtes, j'ai mangé debout. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à structurer mes journées différemment, toujours sans objectif explicite. Je sortais à des heures fixes, je retournais souvent aux mêmes endroits, j'écoutais les conversations, j'apprenais à rester invisible. C'est plus simple qu'on ne le pense. Il suffit de ne pas se faire remarquer. Je me suis aussi remise à travailler, partiellement. Des missions de conformité en freelance, à distance, payées à la tâche. Rien de brillant, mais suffisant pour prolonger l'équilibre précaire. Je continuais à noter les dépenses, à conserver les reçus. Une habitude inutile mais rassurante. Parfois, le soir, je pensais à Lyon, à l'appartement, à la fissure au plafond. Elle devait toujours être là. Je me demandais si quelqu'un d'autre la regardait maintenant, sans y prêter attention. Ce que je ne savais pas encore, c'est que certaines observations, répétées assez longtemps, finissent par exiger une réponse. Pas morale, pas légale, une réponse fonctionnelle. Et cette exigence commençait à prendre une forme que je ne pouvais plus ignorer. Cette forme n'était pas encore un plan. C'était plutôt une tension constante, comme une note tenue trop longtemps. Je continuais à observer, à enregistrer, à classer mentalement ce que je voyais. Je ne cherchais pas des monstres. Je cherchais des habitudes, les heures de sortie, les bars fréquentés après le travail, les phrases prononcées avec assurance, sans crainte d'être contredites. Je passais parfois des après-midi entiers dans des lieux publics sans consommer, des bibliothèques, des halls d'immeubles, des terrasses bruyantes où personne ne remarque une femme seule avec un carnet. J'écrivais peu, des initiales, des chiffres, des dates, rien qui puisse être interprété sans contexte. Je faisais attention à ne pas créer de lien apparent entre les informations. C'était une déformation professionnelle. La conformité repose souvent sur l'art de séparer. Je remarquais aussi autre chose, la facilité avec laquelle certains hommes parlaient d'eux-mêmes, de leurs soirées, de leurs conquêtes, de ce qu'ils appelaient des malentendus. Le mot revenait souvent, malentendu, comme si tout pouvait être réduit à une erreur de communication. Je notais ces récits sans les commenter. J'avais appris que le silence encourage la précision. Parfois, je croisais des femmes qui racontaient autre chose, à voix basse, dans des toilettes de café, dans des files d'attente, des histoires incomplètes, interrompues par la honte ou la fatigue. Elles ne cherchaient pas de solution, seulement une confirmation. Quelqu'un qui ne détourne pas le regard. Je ne disais rien. Je hochais la tête, cela suffisait. Je continuais à lire les décisions de justice, à comprendre les mécanismes, les délais, les failles, les mots exacts qui permettaient de refermer un dossier sans conséquence. Tout était public, accessible. Il suffisait de s'y intéresser. Je me rendais compte que beaucoup ne le faisaient pas, par manque de temps, par peur, par confiance résiduelle dans un système abstrait. Mon corps, lui, restait en alerte. Je dormais toujours mal, je faisais des rêves courts, fragmentés. Je me réveillais avec des listes en tête, des gestes à accomplir, des choses à vérifier. La porte, le téléphone, le carnet. Je n'étais pas anxieuse, j'étais attentive. La nuance est importante. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse.
Juste mon prénom, écrit correctement cette fois. À l'intérieur, une feuille pliée en deux. Quelques lignes maladroites. Une tentative de rapprochement. Une invitation déguisée en excuse. J'ai reconnu l'écriture après plusieurs minutes. Un ancien collègue. Quelqu'un qui avait posé trop de questions, autrefois. J'ai déchiré la lettre en morceaux réguliers, je les ai jetés dans plusieurs poubelles différentes. Ce geste m'a surprise par sa précision. Je n'avais pas hésité, je n'avais pas ressenti de doute. J'avais simplement évalué une situation et appliqué une solution. Le soir même, j'ai ouvert un nouveau carnet. J'ai écrit la date en haut de la page. Rien d'autre. À partir de là, mes observations ont changé de nature. Je ne regardais plus seulement ce qui était visible. Je cherchais les angles morts, les moments où personne ne regarde, les endroits où la routine crée une illusion de sécurité. Je comprenais mieux pourquoi certaines choses n'étaient jamais prouvées, pas parce qu'elles n'avaient pas eu lieu, mais parce qu'elles étaient parfaitement intégrées dans le décor. Je me suis surprise à faire des hypothèses, pas sur des personnes en particulier, mais sur des enchaînements possibles. Si ceci, alors cela, si tel lieu, alors telle réaction. C'était intellectuel au départ, une manière de reprendre le contrôle sur quelque chose qui m'avait été retiré sans explication. Je n'avais toujours aucune intention claire. Je me le répétais souvent. Je ne voulais rien. Je ne préparais rien. J'observais seulement avec plus de méthode, avec une attention qui ne me quittait plus. Mais il y a un moment précis où l'observation cesse d'être neutre, où elle commence à peser, à demander une issue. Je l'ai senti un matin en refermant le carnet, quand j'ai compris que je n'écrivais plus pour comprendre le monde, mais pour vérifier quelque chose de plus simple, à savoir jusqu'où il était possible d'aller sans que personne ne s'en aperçoive. Et cette question, une fois formulée, ne m'a plus laissé tranquille. Cette question a cessé d'être théorique le jour où j'ai reçu le courriel du parquet. Une erreur administrative, sans doute, une pièce jointe mal classée, un document destiné à une autre personne avec un nom que je connaissais désormais trop bien, une décision de relax. Motif, incohérence dans les témoignages, absence d'intention démontrée. Je n'étais pas concerné officiellement par cette procédure. Pourtant, en lisant, j'ai reconnu chaque formulation, chaque précaution de langage, chaque porte de sortie. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est stabilisé en moi. Pas une colère, pas un désir de vengeance, une clarté. J'ai compris que ce que j'avais vécu n'était ni exceptionnel ni accidentel. C'était un fonctionnement. Un système qui produisait des résultats prévisibles, mesurables, et que ce système ne corrigerait rien de lui-même. Je n'ai pas parlé de justice. Ce mot ne m'a jamais semblé approprié. La justice suppose une équivalence, une réparation possible. Il n'y en avait pas. Il y avait seulement une asymétrie persistante entre les faits et leurs conséquences, et cette asymétrie profitait toujours aux mêmes. Je me suis alors autorisé à formuler une hypothèse simple. Si la loi ne produit aucun effet dissuasif dans certains cas, d'autres mécanismes prennent le relais. Pas par idéologie, par nécessité fonctionnelle, comme un circuit de secours. Je n'ai pas changé de rythme immédiatement. J'ai continué à travailler, à payer mon loyer, à marcher. Mais j'ai commencé à éliminer les variables inutiles. Les relations superficielles, les déplacements non justifiés, les objets superflus. J'ai vendu des meubles, donné des vêtements. J'avais besoin de légèreté matérielle, de mobilité. J'ai aussi commencé à vérifier certaines informations, officieusement. Rien d'illégal en soi, des profils publics, des horaires annoncés, des habitudes affichées sans retenue. Beaucoup de choses sont données volontairement, pour peu qu'on sache où regarder. J'ai compris que la majorité des gens ne se cachent pas. Elle se croit simplement hors de portée. Il n'y avait pas de liste, pas de hiérarchie, seulement des critères, des constantes observées, des comportements répétés, documentés ailleurs, classés, oubliés. Je ne cherchais pas à punir, je cherchais à interrompre, à créer une rupture dans une continuité trop fluide. Le point de non-retour n'a pas été un acte spectaculaire, c'était une décision pratique. J'ai retiré 3 000 € en liquide, sur plusieurs jours, dans différentes agences. J'ai changé de téléphone. J'ai cessé toute activité professionnelle déclarée. J'ai laissé le carnet sur la table, bien visible, avant de quitter le studio pour la dernière fois. Je n'y ai inscrit qu'une phrase, neutre, sans signature. Je savais qu'à partir de là, je ne pourrais plus prétendre à l'innocence passive. Je ne me racontais pas d'histoire. Je savais aussi que personne ne viendrait m'arrêter immédiatement. Les délais, les angles morts, les lenteurs, tout ce que j'avais observé jouait en ma faveur. Je n'ai ressenti ni excitation ni peur, seulement une concentration accrue, une économie de gestes, comme avant un examen important quand tout se resserre autour d'un objectif précis, sans débordement émotionnel.
La première fois, j'ai surtout constaté l'absence de résistance, pas physique, administrative, sociale. Rien ne s'est passé comme dans les récits. Il n'y a pas eu de chaos immédiat, pas de sirène, pas de révélation. Juste un léger déplacement dans l'ordre habituel des choses. C'est après que les effets ont commencé à apparaître. Des articles prudents, des rumeurs, des silences inhabituels, des noms retirés de certaines pages, rien de concluant, rien de définitif, mais suffisamment pour comprendre que le mécanisme fonctionnait. Et à ce moment-là, je me suis demandé, pour la première fois sans détour, combien de fois il faudrait répéter ce geste pour que l'absence de conséquences cesse d'être une règle. Je n'ai jamais cherché à mesurer précisément le nombre. Ce n'est pas une donnée utile. Ce qui comptait, c'était la répétition contrôlée, l'ajustement. Chaque situation affinait la suivante. Les erreurs étaient internalisées, corrigées, pas sur le plan moral, mais logistique. Les conséquences observées étaient toujours indirectes. Une enquête ouverte, puis ralentie. Un témoignage contradictoire, une disparition temporaire des radars médiatiques. Rien de suffisamment net pour provoquer une réaction immédiate. Je restais en retrait. Je ne revendiquais rien. Je ne laissais pas de message. L'idée n'était pas de convaincre, mais de perturber, de créer une discontinuité dans une suite d'événements trop bien rodés. J'avais compris que l'anonymat n'était pas une protection, mais une condition de fonctionnement. Tant qu'il n'y avait pas de figure identifiable, le récit restait flou, et le flou protège toujours ceux qui savent l'utiliser. Physiquement, je me sentais de plus en plus vide, pas épuisé, dégagé, comme si certaines tensions avaient cessé d'exiger une réponse interne. Je mangeais peu, je dormais encore moins. Mais je n'avais plus ces réveils paniqués. La vigilance était devenue permanente, intégrée. Mon corps s'était adapté. J'ai suivi les réactions avec distance, les plateaux de télévision, les tribunes prudentes, les experts qui parlaient s'étant de faits isolés, d'exagération, d'hystérie collective, les mêmes mots réutilisés, recyclés. Je notais surtout ce qui ne se disait pas, les absences, les sujets évités, les silences soudains autour de certains noms. Un jour, j'ai reconnu le mien. Pas explicitement. Une périphrase, une source proche du dossier. Une ancienne victime qui aurait mal vécu la procédure. J'ai souri sans joie. Je n'étais plus une personne. J'étais devenu un élément de contexte. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais plus rien à attendre. Ni reconnaissance, ni réparation. Ce que j'avais enclenché me survivrait probablement. Sous d'autres formes. Avec d'autres visages. Le système s'adapterait, comme toujours. Il trouverait de nouveaux équilibres. Je ne me fais pas d'illusions sur la portée réelle de ce que j'ai fait. Rien n'est irréglé. Rien n'est clos. Certaines personnes ont payé un prix qu'elles n'avaient jamais envisagé. D'autres continueront, différemment. La peur change de camp, puis se dilue. Elle ne disparaît jamais vraiment. Aujourd'hui, dans cette pièce sans rideau, je constate simplement l'état des choses. Il y a une enquête en cours, quelque part. Des journalistes qui croisent des données. Des supérieurs hiérarchiques qui demandent des comptes. Des réputations fissurées, pas effondrées, fissurées, comme le plafond de mon ancien appartement. Je n'ai plus de projet, pas au sens classique. Je n'ai pas non plus de regrets clairement identifiables. Ce que j'éprouve se situe ailleurs, une forme de neutralité définitive. Comme après une longue maladie, quand le corps cesse enfin de lutter, non par résignation, mais parce que l'effort n'a plus de sens. Si quelqu'un écoute ceci, il cherchera sans doute une conclusion, une morale, une justification finale. Je n'en ai pas. Il y a seulement une suite logique d'événements rendus possibles par des choix collectifs répétés. J'ai occupé une place laissée vacante, temporairement. Le sac de sport est toujours dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas encore si je vais l'ouvrir. Peut-être que oui, peut-être que non. Cette incertitude ne me dérange plus. Ce qui est certain, en revanche, c'est que plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas.